Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien et on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast et la 3e édition de nos trophées d'or. Donc pour l'instant on a le gant d'or, on a le mur d'or parce qu'on a fait les gardiens, les défenseurs centraux, on a les fusées d'or. Semaine dernière on faisait latéraux gauche, latéraux droit. Aujourd'hui Stan, c'est quoi nos... J'ai quelques idées mais c'est notre quoi d'or qu'on fait et comment ça va déjà? Ah, gars, ça c'est une bonne question. Déjà, salam tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On continue cette série. Je sais pas, hein, franchement, c'est assez compliqué. Je sais pas si c'est... Parce que toi, t'appelles ça... Comment t'appelles ça, toi? Le engine room. Peut-être que c'est le moteur d'or. La salle des machines. C'est le moteur d'or. Mais gros, c'est magnifique. On s'est même pas concerté. Et pourtant, j'ai déjà préparé les visuels ce matin. Et donc, pour toi, pour les 8 d'or, les milieux centraux, j'ai effectivement mis les moteurs d'or. Voilà, Donc, effectivement. Voilà, les moteurs. T'as tout compris. On est synchro. Et pour cet épisode, donc, sur la chaîne de Stan, dans quelques minutes, vous aurez les milieux centraux, les 5 meilleurs milieux centraux de la saison 2024-2025. Là, ici, on fait les milieux reculés. Il y a beaucoup de types de milieux qui entrent un peu dans cette catégorie. Est-ce que c'est les milieux défensifs, destructeurs à l'ancienne? Est-ce que c'est les meneurs de jeu une ligne plus bas sur le terrain qu'on a aussi? On s'est dit, bon, positionnellement, ceux qui sont plus bas que les autres de leur équipe. Et on en a choisi 5. On a fait une liste de 5. Moi, je vais les appeler les cerveaux d'or. Parce que tu sois... Regista, premier relanceur, Busquets rôle ou ce qu'on veut. Ça déjà c'est le mec clairvoyant qui on l'appelle la sentinelle parce que la meilleure vision, celui qui éclaire la première ligne du terrain et qui a la meilleure compréhension peut-être des espaces à aller occuper et des bonnes passes à mettre. Mais même en tant que destructeur, je pense pour bien comprendre comment protéger les gars derrière toi. Il faut avoir, c'est souvent les milieux défensifs reculés entre guillemets qui ont un des plus gros QI foot sur le terrain. Puis il fallait bien trouver un truc. Donc disons le cerveau d'or, ceux qui ont le plus de matière grise. Et donc pour désigner le meilleur 6 de la planète en 2024-2025, en sachant qu'on s'enregistre là quelques minutes avant que la liste des nominés pour le Ballon d'Or sorte dans 2h30. Ça va tomber, on va peut-être réagir à ça plus tard. Mais ouais, quel 6 est-ce qu'on choisit? J'en ai pour sûr 5, j'ai mon top 5, mais dans la liste complémentaire, je vais te permettre de lâcher un petit peu ta liste complémentaire, mais je vais d'abord commencer avec un qui est dans la liste complémentaire, alors qu'il a disputé cette saison 73 minutes de football en championnat, 73 minutes de Première Ligue. Je mets dans ma liste complémentaire Rodri, parce que parfois on brille autant par son absence que par sa présence. Je m'arrête là-dessus, je te laisse continuer. Ouais, non, je suis désolé. Rodri, franchement. Écoute, Ballon d'Or en titre, comme tu l'as dit, il y a la liste des 30 qui va sortir aujourd'hui. Apparemment, pour la première fois même, il y aura une équipe qui risque vraiment de faire une razzia dans cette liste-là. Un chiffre qui n'est jamais... parce que je pense que ce qu'il y a déjà eu plus que 6 nominés de la 8, même équipe... c'est le record Real 8, Madrid hein. Apparemment, ouais. Tu vois, 8, c'est le record du Real Madrid. Et il va tomber, c'est sûr. Et il va tomber aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. On les connaît, les mecs de Paname. Normalement, il devrait être au moins une dizaine, voire peut-être une douzaine dans cette liste-là. Donc, ouais, j'ai envie de dire que Rodri, effectivement, Ballon d'Or en titre, c'est normal. C'est tout à fait normal de le mettre à l'intérieur. L'année passée, il était pas là et automatiquement, on l'a vu. En fait, tu vois, dans un football de Pep Guardiola qui est vraiment concentré dans le milieu, dans un football de Pep Guardiola où c'est réellement les mecs du milieu de terrain qui, eux, font la différence. C'est eux qui créent tout. C'est eux qui font le lien, en fait. Tu vois, là, j'étais en train de chercher une métaphore pâtisserie, tu vois, en me disant, je sais même pas, qu'est-ce qu'on met en place? C'est eux là, les levures.
C'est eux là, levure, en fait. Tu mets pas de levure et ton pain, il a pas cette aération-là qu'il faut, tu vois. Tu vois, peut-être qu'il est trop dense. Peut-être qu'il est pas aussi fluffy qu'il le faut, tu vois. C'est ça, c'est ces mecs-là qui sont là. Et effectivement, l'année passée, Pep, il a fait du pain sans levure. Donc, du coup, il a pas vendu son pain. Et donc, du coup, on l'a pas vu là où on avait envie de le voir en Première Ligue. Donc, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, Rodri. Pour le peu qu'il a joué, dès qu'il est revenu, je me rappelle, et automatiquement, on a Coupe fait... du monde des clubs, ouais, on a vu direct. On est foutu. Donc, ouais, dans ma liste complémentaire, j'avais quand même quelques joueurs assez intéressants. Déjà, ça a été un peu compliqué pour faire cette liste-là. On va être sérieux. Ça a été quand même assez difficile pour faire cette liste-là. Mais dans ma liste complémentaire, j'ai envie de dire que j'ai le boy, comment on appelle ça? J'ai Baleba. Ouais, c'est le prochain nom que j'ai sur la liste, juste là. Voilà, déjà Baleba qui en ce moment est peut-être en partance pour Manchester United. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il va falloir discuter à un moment donné pour savoir en fait comment eux ils font. Parce que autant Liverpool ils font un mercato à 200 millions, autant on est d'accord, bon c'est Liverpool. Non, 300 Liverpool, 300 et peut-être millions. 500 avec Isak, ouais. Bah, ils ont même dit Barcola. Quel 200 pour Liverpool? Wirtz, c'est déjà 200 quasiment. Ouais. Voilà, je te jure. Même l'autre là, hier, j'entends des bails à la Barcola, machin et tout. Je me dis bon, voilà une équipe qui peut se permettre de dépenser parce que déjà ils ont fait une très grosse saison l'année passée et en Ligue des Champions il leur a manqué juste quelques petits trucs au penalty pour être éliminé par le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Mais là t'es en train de nous faire le parcours de Liverpool en étant parti de Carlos Baleba. Mais Baleba. Heureusement, tu sais qu'on a encore toute une liste complémentaire et 5 jours à sortir là. Et donc du coup là tu te dis que bon. Du côté de United, comment ils font en fait? Je sais pas, moi je me pose des questions. Parle-nous un peu de Carlos Baleba alors, qu'est-ce qui te plaît chez Carlos? Baleba, top saison franchement l'année passée à Brighton. Un joueur, déjà moi je le trouve, déjà défensivement il fait le travail, ça il y a pas grand chose à dire. Mais c'est plutôt ses portées de balle que moi j'ai trouvé très intéressant. Tu vois, genre quand tu le vois, quand il se projette, déjà il est capable de venir de récupérer très très bas, mais au-delà de ça il est capable aussi de se projeter très très haut. C'est un Baleba qui ballon au pied est très dangereux. C'est Baleba box to box, ouais, 88e centile en dribble par match pour un milieu central. T'as vu, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, ça me donne un peu des vibes de temps en temps. Certains joueurs, genre des Abu Dhabi, on peut dire plus récemment des Paul Pogba, tu vois, genre cette vibe-là un tout petit peu. C'est un Camerounais. Moi, j'ai hâte de voir franchement comment il va évoluer dans sa carrière. S'il finit à Manchester United, ce serait un très bon, j'ai envie de dire, un bon choix pour United. Après, lui, sportivement, je ne sais pas, mais il leur amènerait énormément de bien dans ce milieu de terrain-là où je pense qu'il manque un tout petit peu des fois entre Casemiro, Ugarte. Il manque des fois un petit truc, tu vois. Et lui, il a cette jeunesse-là, cette fougue-là et cette intensité-là. Et en Première Ligue, c'est vachement important. Donc, ouais, Baleba, c'est pas pour rien que là, en ce moment, il est sur la liste de pas mal de joueurs. En plus, pas mal de clubs, quoi. Il a que 21 ans, donc le potentiel derrière est ouf. Et je me souviens, en plus, de l'avoir déjà eu dans les radars quand il était à Lille. Il avait fait 500 minutes en 2022-2023 à Lille, et déjà tu commençais à avoir un petit quelque chose. Je pense que j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Derrière, Brighton l'achète fin de mercato 2023, alors que la saison a déjà démarré en France et il a déjà joué genre 2 journées de la saison 23-24 avec Lille. Il l'achète genre 27 millions. 27 millions pour un gars qu'on avait vu quelques poignées de centaines de minutes sur la saison. Donc la première saison à Brighton, 23-24, il jouote un peu, je pense 1200-1300 minutes, des entrées en jeu, mais c'est surtout le double pivot Pascal Gross, Billy Gilmour à l'époque, qui fait toute la saison de Brighton. Les deux sont partis dans la foulée. Et du coup, la saison dernière, on a eu Yacine Ayari, qui a aussi fait une très belle saison, et Carlos Baleba, les deux. Et Baleba, c'est le vrai box-to-box. Genre, les chiffres défensifs, ils sont absolument choquants. Il est 79e centile en tacle, mais 90e en interception, 85e en bloc, 76e en duel aérien remporté, premier quart de toutes les catégories défensives, avec en plus la portée, comme je te disais, 88e centile en dribble réussi par match. Tout ça à 21 ans, tout ça avec son profil athlétique impressionnant, un peu de Pogba, un peu de Kanté, un peu un regen de Caicedo, qui était aussi à Brighton il n'y a pas longtemps et qui est maintenant un des joueurs les plus importants du continent. Et effectivement, j'ai noté le Cameroun.
parce que déjà pour United, s'ils le prennent effectivement, il va falloir qu'ils fassent attention à la CAN. Et ils commencent à avoir beaucoup de joueurs africains, avec Bemo, avec Amad Diallo, avec Mazraoui, avec Onana s'il reste. Encore ici, Baleba, ça pourrait leur coûter cher. Mais c'est sûr que c'est une bonne acquisition à faire. Et pour le Cameroun, il y a un gros truc qui se profile, c'est la CAN, mais aussi il faut qu'ils fassent attention à Coupe du Monde. Il faut qu'ils se gèrent, parce qu'ils sont deuxième de leur groupe derrière le Cap-Vert, qui vont jouer dans pile un mois, au prochain rassemblement, au Cap-Vert. À Praia, j'imagine donc. Ce sera un gros moment, mais Baleba, l'avenir a l'air radieux, et je suis d'accord, il a fait méga belle saison à Brighton. Donc pour moi, il mérite totalement d'être dans cette liste complémentaire. Je pense que tu as mis pas mal de joueurs de Première Ligue. Ouais. Avant que tu nous en sortes, je vais t'en donner un de plus. Je sais pas si tu l'avais mis, mais Bouba Kamara, qui a fait une belle saison à Aston Villa. Ouais. Aston Villa, bien sûr, avec ce qu'on sait, ils étaient à ça de la Champions, finissent 6e, égalité de points avec Newcastle, mais ils ne prennent pas la Champions à cause de la dernière journée. Ils font quart de finale de Champions. Et Kamara, aux côtés d'Onana, franchement, a fait une vraie belle saison. Ça fait quelques années qu'il est là, mais là, c'était peut-être sa meilleure saison en tant que Villan. Revenu de blessure, c'était top. Il a prolongé dans la foulée, là, il y a quelques jours. Et son agressivité, sa hargne, il est de plus en plus... correspond très bien à la Première Ligue, dans une équipe qui est méga bien coachée, qui a son 4-4-2, 4-2-3-1 bien clair, sans ballon, le bloc médian, etc. On voit beaucoup de Bouba Kamara sur cette saison, et ça a été top, donc j'avais envie de le mentionner aussi. Yeah, et puis en plus j'avais même envie de faire un petit, tu vois, rapidement là, tu as des petits tacles là comme ça rapidement, parce que bon, quand Bouba Kamara il a quitté Marseille, je me rappelle, c'était en mode genre il est parti à Aston Villa pour le projet. C'est quel projet il y a à Aston Villa, machin et tout. Et ben voilà, Aston Villa ils sont là, ils sont très chauds, ils font partie de ces équipes de Première Ligue qui nous fatiguent ces derniers temps avec Unai Emery, la Ligue des Champions et tout. Donc ouais, finalement j'ai envie de dire que le projet Villa n'était pas un si mauvais projet pour. Non, et puis bien sûr ils vont gagner l'Europa League cette année, du coup comme ils sont en Europa avec Emery, donc on peut déjà dire félicitations à Bouba Kamara pour son sacre européen. Ouais, bien sûr, Villa c'est devenu une vraie force de l'Angleterre. Yeah, alors du coup dans la liste il y a Thomas Partey aussi que j'ai mis dedans, qui a fait une top saison là l'année passée avec Arsenal. On l'a vu quand il était pas là face au Real Madrid, et puis tout malheureusement à cause de cette face au Paris Saint-Germain, excusez-moi. Face au Paris Saint-Germain à cause de cette suspension là. Voilà, ça nous a fait un peu de mal, c'était vraiment le joueur, j'ai envie de dire au milieu de terrain le plus important, parce que derrière il faisait vraiment le travail qu'il fallait, ce ratissage là devant Gabriel et devant Saliba. Après Thomas Partey, j'ai envie de parler de Zubimendi aussi, qui finalement va remplacer Thomas Partey dans cet effectif d'Arsenal là, qui lui aussi a été excellent avec son équipe, très bon joueur, au-delà même d'avoir été très bon en club et en Liga, ce que tout le monde savait déjà, parce que c'est pas cette année, c'est cette année que peut-être qu'à Londres on a commencé à chercher Zubimendi, mais en Espagne le Barça était dessus, le Real était dessus. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui étaient intéressés par le profil de Zubimendi, et il a profité de la blessure de celui qui est dans la liste complémentaire mais qui n'a presque pas joué cette saison, c'est Rodri, pour pouvoir grappiller des bonnes minutes en équipe nationale et venir imposer peut-être une future concurrence, vu que maintenant ils sont tous les deux dans le championnat anglais, ils sont tous les deux en Première Ligue. Chaque week-end on va regarder, et à la fin Luis de la Fuente va devoir faire un choix, j'ai envie de dire draconien, difficile. Ouais, c'est sûr, pas mal Zubimendi, et je pense belle upgrade que vous faites dans une zone très importante, on le voit. J'ajouterais, parce que je pense que c'est allez, un petit tour par la Bundesliga, j'en mets deux. Il y en a un qui est facile à mettre parce que c'est facile de le mettre dans la liste complémentaire, pas plus haut entre guillemets, c'est le petit Angelo Stiller, qui était dans la shortlist du Real Madrid, dont on entendait parler à un moment, etc. Super pied gauche, il a toutes les surfaces du pied à Stuttgart, donc milieu reculé, qui a envoyé des super ballons par-dessus. Il y a toute une compilation là de la chaîne YouTube de la Bundesliga. Elle a appelé la vidéo, la chaîne YouTube, elle a appelé la vidéo le nouveau Toni Kroos, point d'interrogation. En vrai, il ressemble pas trop à Toni Kroos dans le style. Il a bien sûr un très bon pied, les ouvertures longues, les ballons par-dessus la défense, ça on voit. Mais je pense qu'ils ont juste appelé ça comme ça parce qu'il était un peu en lien avec le Real Madrid pour pousser le transfert, quoi. C'est qui est la vraie Farmers League, qui vend le plus ses talents. Apparemment, il était dans la vitrine, mais pas vraiment Toni Kroos dans le sens où il est un peu plus mobile, pas mal de portée, pas mal de dribble, pas mal d'incursions dernier tiers quand même. Finalement, on dirait c'est un petit tank, quoi. C'est une unité mobile avec un très bon gelon, un petit Panzer, le Angelo Stiller.
Seulement, Stuttgart n'a pas fait une très très bonne saison, comme pas mal de clubs qui sont peut-être pas vraiment équipés pour jouer la Champions quand ils se qualifient pour la Champions. Bon, ils ont eu du mal en Champions, ils n'ont pas sorti de la phase de Ligue. Et derrière, ils ont fait 7e ou 8e de Bundesliga, 9e même, 9e de Bundesliga. Ils ont tout raté, raté l'Europe aussi. Ils avaient vendu Guirassy, ils avaient dû recomposer un petit peu leur 11. Mais Stiller a fait, lui, une bonne saison et il a un profil très très intéressant. Du coup, c'était logique de le voir en lien avec d'autres gros clubs. C'était vraiment une belle saison pour Stiller. Et en Bundesliga, c'est difficile peut-être de ne pas le mettre dans le top 5. Peut-être que si le Bayern fait une saison un peu plus forte et lumineuse en Europe, il prend la 5e place. J'ai mis Kimmich. Je ne l'ai pas mis dans le top 5. Pourtant, c'est toujours autant Joshua Kimmich, quoi. J'ai regardé les stats avancées. En fait, les stats avancées, c'est avec Kimmich, il est numéro 1 de 2 catégories, mais genre numéro 1. Il n'y a personne devant lui dans les 5 championnats majeurs. C'est le nombre de passes par match, 110. Donc c'est le métronome ultime, tous les ballons passent par lui. Et c'est le nombre de passes progressives par match, 11 par match aussi. Très très important dans toutes les incursions axiales du Bayern, bien sûr. C'est ce petit quarterback, petit lieutenant, etc. Peut-être le Bayern souffre un petit peu en transition défensive et peut-être c'est aussi parce qu'ils ont ce gars qui est tellement fort avec ballon, mais qui peut-être parfois à la perte couvre de moins en moins d'espace, etc. Je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal à placer Kimmich parce que je regarde pas le plus de matchs de Bundesliga, surtout la Champions quand on voit le Bayern, à part les gros matchs de Bundesliga, etc. Et j'avais 5 mecs que je mets devant lui, mais il serait le 6e, je pense. Non, intéressant, hein, franchement, parce que moi je pense Toi, que tu l'as Kimmich, mis? ouais, Kimmich il a une place moi dans mon top 5. Ce bandit. Ouais, logique. Je Ce trouve ça bandit, cool. c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est assez difficile, hein, parce que tu es obligé de faire des choix. Tu vois, là, je les vois déjà venir. Tu vois, il y a des gars, ils sont dans leur club, ils sont assis dans leur club, ils sont comme oui, mais et mon 6 à moi. Oui, Ouais, mais ton 6 à toi, on l'aime bien. Il est très bon, il est excellent, mais c'est juste que la liste, elle est super dure à faire, surtout au milieu de terrain. Donc, ouais. Mais tu l'as pas mis plus haut que 5e ou 4e place, je pense. Non, tu l'as pas mis dans le top 3. Pas plus que 5e ou 4e. Je suis même en réflexion encore jusqu'à présent, tu vois, pour essayer de voir est-ce que c'est la 5e ou si c'est la 4e place. Okay. Cependant, il y en a d'autres que j'ai dû malheureusement sortir, tu vois, de cette liste-là. Voilà, shout out aux fans du Barça. Il y a un double pivot là-bas qui a très bien fonctionné la saison passée. Frenkie de Jong qui a été très bon pour j'ai envie de dire, enfin. Je sais pas comment l'expliquer en fait, parce que bon, c'est Frenkie, tu vois, c'est Frenkie. Moi, si tu me parles de Frenkie, je suis nostalgique de l'Ajax de Erik ten Hag. Ça fait bizarre qu'Erik ten Hag, il ait une équipe qui nous amène dans la nostalgie, mais bon, même s'il a eu des années d'autocharisme à Manchester United, il a quand même dominé à un moment donné en 2019. Il nous a tous traumatisés ici avec son 11 de départ que tout le monde connaît par cœur, tu vois. Donc ouais, j'ai Frenkie, j'ai Casado qui a fait une superbe saison l'année passée aussi, qui a tout simplement été exceptionnel, excellent. Il y a absolument rien à dire. Mais après, voilà, ça se joue sur des détails un tout petit peu. Les autres que j'ai mis devant, je pense que voilà, ils avaient ce petit plus-là. Mais cette année, par exemple, ça fait partie des gars que tu regardes en fait. Tu vois, là, je m'attends maintenant à une saison pleine de la part de Frenkie. Plus que 25 matchs, ce serait bien si Frenkie peut nous sortir une saison à 35 matchs en Liga, s'il peut jouer tous les grands rôles, s'il peut éviter les blessures, ce serait bien. Casado aussi. Bon, malheureusement, sa saison s'est arrêtée à un moment donné vers le mois de mars à cause d'une blessure, il me semble. Aussi parce que Frenkie revient et reprend sa place, grosso, avec Gavi aussi, qu'on a vu plus. Mais effectivement. Et aussi, bon, il y a aussi un côté un peu discipline, tu vois, au niveau de Casado. Il me semble l'année passée, il y a eu quelques petits cartons rouges par-ci, par-là, et puis tout. Donc, mais sinon, franchement, si on parle que de football et de stats, je pense qu'il y a absolument rien à dire. C'est des boys qui auraient largement mérité d'être dans ce top 5. Moi, j'ai mis Frenkie dans mon top 5. J'ai en gros Kimmich, Frenkie et un autre gars dont on va parler qui sont 3 pour 2 places entre la 6e et la 4e place. J'ai même mis Frenkie 4e, mais franchement je pourrais le mettre 6e et changer avec les autres, ce serait pas choquant. La raison pour laquelle j'ai quand même mis Frenkie dans le top 5, c'est pour moi il a fait, quand il est revenu, après avoir raté un peu le premier tiers de la saison, un peu moins joué premier tiers, des blessures, le très bon Casado aussi. Mais quand il est revenu, on a vu assez vite un top Frenkie.
Il a été vraiment très bon, genre proche de ses tout meilleurs niveaux avec le Barça, voire son meilleur niveau. Et ce qu'il a apporté dans cette équipe, bah en vrai, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui ont ce profil-là. Il est quoi, genre 96e centile en passe progressive, mais aussi 88e en portée. Donc, il est le Frenkie un peu de l'Ajax, effectivement, qui en plus, dans ce Barça-là, qui est je sais pas, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, c'est une machine à production industrielle de milieux axiaux, genre, ils savent faire. Combien ils ont. C'est qui Dro là? C'est qui ce Dro qui vient d'arriver là? Une ligne plus haut, mais Casado, Bernal, machin, truc. Il y en a 3 qui partent chaque été, qui sont envoyés dans d'autres clubs, le Noah Darvish, machin, truc, parce qu'ils en ont juste tellement. Et malgré tout, dès que Frenkie revient, il reprend sa place. Il a joué les 7 derniers matchs de Champions en tant que titulaire, les 90 ou 120 minutes contre l'Inter. Il a pris le brassard de capitaine aussi quand il n'y avait pas Araujo, donc 3 des 4 derniers matchs de Champions. Il est revenu pilier. Et ce Frenkie-là, bah, quand il est là, il est toujours autant ce Frenkie qui est métronomique, genre tout passe par lui. 99e centile en Europe en pourcentage de passes réussies. Et pourtant, parce que seulement ce pourcentage-là, ça veut pas dire grand-chose. Tu peux être un défenseur central et tout réussir, réussir toutes tes passes. Mais il est 99e centile en pourcentage de passes réussies, mais aussi 96e centile en passes progressives. Donc, il réussit ses passes progressives, ses passes qui cassent des lignes à un pourcentage très, très élevé. Il te garantit des passes qui cassent des lignes plusieurs par match. Et il y a peut-être aussi un petit peu comme Kimmich le problème à la perte en transition. Ça peut être le problème de ce Barça extrêmement dominateur avec ballon ou de ce Bayern extrêmement dominateur avec ballon. Ils peuvent souffrir un petit peu dans cette zone aussi, mais quand même on voit aussi de l'activité défensive. Je sais pas, c'est peut-être pas les toutes meilleures versions de Kimmich et de Frenkie, parce que c'est pas une version qui gagne la Champions à la fin, etc. Mais quand même, ça reste parmi les meilleurs joueurs d'Europe à leur position, et ils méritent d'être très haut. J'ai envie de rajouter même rapidement sur le Barça, c'est que c'est quand même dur d'être 6 au Barça. Et des équipes où tu es 6, tu sais que derrière, il y a des mecs qui sont là, il y a une distance un peu avec toi, alors que là, les mecs déjà qui sont censés être derrière toi, ils sont déjà au milieu de terrain. Donc en fait, t'as pas beaucoup d'espace, t'as pas beaucoup genre, tu peux pas perdre beaucoup de ballons. Tu dois vraiment être attentif, et Frenkie, là où il fait la différence par rapport à beaucoup de joueurs aussi, c'est sa capacité d'anticipation, quoi. En fait, tu vois, c'est le mec qui fait 90 minutes propres. C'est pas 90 minutes où il est là en train de se rouler par terre, à faire des tacles, machin et tout. Oui, t'as des tacles, ça, j'en disconviens pas, mais il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup d'intelligence de jeu, et bon, ça me rappelle un peu, voilà, Sergio Busquets, quand il fallait être 6 là-bas, ça a pris du temps avant que les gens comprennent l'importance de Sergio Busquets. Donc, être un numéro 6 au Barça, c'est pas facile, quoi. Franchement, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, Frenkie 4e pour moi, Kimmich 5e ou 4e pour toi. C'est qui là le gars qui manque là? Celui que moi j'ai mis 5e et que toi t'as mis quelque part d'autre peut-être. En fait, c'est là où moi je réfléchis rapidement, et là c'est là où j'ai envie de mettre mon boy de l'Inter, Akan. Ouais. Tu vois. Je pense que voilà, il a fait sa saison. Moi, j'aime bien l'évolution de la carrière de Akan, parce qu'il me semble qu'il a commencé beaucoup plus haut sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est bien sûr. En tant que 10, à Leverkusen, ouais. Franchement, c'est quand il claquait des coups francs du milieu de terrain là en Bundesliga, on était là. Donc, les coups francs de Junesque, ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Genre, c'est une équipe de l'Inter qui a vraiment des mecs qui ont été recyclés. Je sais pas comment ils ont fait, tu vois. C'est comme Mkhitaryan que tu prends et que tu mets au milieu de terrain. Je me dis, c'est juste à chaque fois que je le vois là-bas, je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que dans ma tête, Mkhitaryan, je sais pas moi, c'est un ailier, c'est un boy offensif, c'est le boy de Dortmund, après le boy de United, et après machin Arsenal, tout ça. Donc, il y a un style de jeu que c'est comme si, j'ai envie de dire, je sais pas moi, Mkhitaryan. C'est comme si Martinelli, il devient latéral, alors que Martinelli doit être latéral. Lui, déjà, il a un niveau de latéral, tu vois. Donc, c'est un peu cette... C'est quoi? C'est comme Dumfries qui devient second attaquant, parfois le joueur le plus avancé de tout l'Inter sur les phases de transition. C'est comme Bastoni, on dirait un numéro 10 parfois, face au bloc bas, il monte, il est à 30 mètres du but en train de donner les caviars un peu à la Kevin De Bruyne. Cette équipe, elle est incompréhensible. Littéralement. C'est vraiment que des profils presque hors poste. Donc, Akan
Çalhanoğlu qui a encore fait une superbe saison l'année passée. Peut-être qu'il est en partance. Par contre, il me semble, il y a moyen peut-être parce que je pense que la Coupe du Monde des clubs ne s'étant pas super bien passée pour les gars et tout, il y a moyen peut-être qu'il soit en partance. Donc à suivre. J'avais vu la Turquie, mais ouais, top player défensivement, il fait le travail. Tu peux compter sur lui. Vraiment un meneur de jeu très très reculé maintenant sur le terrain. Certes, tu as une défense à 3 derrière, donc qui te permet peut-être d'avoir un peu plus de sécurité. Tu vois, quand tu es un milieu de terrain à l'Inter, donc peut-être que tu es moins, j'ai envie de dire, tu es moins laissé à toi-même, parce qu'il y a souvent des mecs pour essayer de couvrir, mais n'empêche, les chiffres sont là, les buts, les passes décisives, les récupérations, les tacles, l'intelligence de jeu. Franchement, c'est un top player. Donc ouais, Hakan Çalhanoğlu. Ouais, je suis d'accord, je l'ai mis 5e. Bon, bien sûr, l'Inter fait la finale de Champions, perd tout au bout, mais dans toutes ces catégories, dans toutes ces vidéos, à chaque fois, on va forcément mentionner des joueurs de l'Inter parce que jusqu'au bout, ils ont été une des 3-4 meilleures équipes d'Europe, avec, disons, Paris, le Barça, Liverpool, voilà, cette conversation, un peu Arsenal, ce top 5, grosso modo, c'était ce quintet, c'était ça. Et ouais, on a eu une longue conversation avant de tourner sur parce qu'on va faire les 8 sur ta chaîne, donc qui est 6, qui est 8, plus tard on fera l'épisode sur les 10, donc il fallait réussir un peu à diviser tout ça dans un monde du foot qui est extrêmement fluide. À la fin, ce que j'ai regardé, et peut-être que ça peut aider les gens aussi, c'est je suis allé sur FBref et j'ai regardé les passes progressives reçues. C'est un indicateur statistique qui montre à quel point les gars reçoivent des passes en étant haut sur le terrain. Barella, par exemple, est 92e centile en passes progressives reçues par 90 minutes, donc ça veut dire qu'il reçoit beaucoup de passes qui viennent de derrière. Mkhitaryan est 83e centile, Çalhanoğlu est seulement 51e centile. Donc on peut partir du principe qu'effectivement, même si cet Inter est très fluide positionnellement, c'était régulièrement le mec, disons, le plus reculé et régulièrement le plus axial aussi, dans ce qui faisait un peu un V, si on doit dire. Ça ressemble pas tout le temps à ça sur le terrain, mais sur le papier, entre guillemets, par rapport à Mkhi et Barella, il était celui au milieu, un peu plus en V. Donc, il rentre dans cette catégorie. Et un truc qui me marque avec Çalhanoğlu, en regardant des images de Çalhanoğlu, c'est peut-être parmi tous les joueurs modernes de notre monde du foot en 2025, celui qui ressemble le plus à mon idole d'enfance, Juni. C'est le joueur Juninesque parce que bien sûr il y a la qualité de pied, les coups de pied arrêtés, celui de 40 mètres là qu'on a tous vu des dizaines de fois, qu'on connaît très bien, mais aussi parce que malgré le fait qu'il n'ait pas la plus grande mobilité, il reste une menace tout-terrain grâce à sa qualité de pied. Donc pas la plus grande mobilité, ça se voit dans les chiffres, il passe un dribble tous les 5 matchs, même pas, 0,18 dribbles par match, il passe pas beaucoup de dribbles, ça le place 8e centile, 92% des milieux de terrain font mieux que lui en Europe sur le nombre de dribbles par match, mais pourtant, il est 94e centile, top 6% en tir par match. Il dégaine constamment, longue distance. C'est vraiment le sniper. 94e centile en shot creating actions, des actions qui amènent à un tir. Il en a 4 par match. Il a vraiment une des plus belles frappes extérieures de surface du continent. Ça, on le sait depuis longtemps. L'autre jour, on cherchait un film à regarder. Du coup, un que j'avais jamais vu, c'était American Sniper de Clint Eastwood. Et bien sûr, tu as Bradley Cooper qui joue le rôle de Chris Kyle, le sniper des Marines et tout. Mais je pense que Çalhanoğlu aurait fait un meilleur casting encore que Bradley Cooper, parce que lui et son barret de calibre 50, son intervention, c'est vraiment quelque chose, et ça on le voit depuis des saisons et des saisons. Pas la plus grande mobilité comme Juni, mais superbe qualité de pied, un peu plus actif défensivement peut-être. Il a quand même, je pense, 74e centile en interception. Donc, quand même, pour colmater un petit peu les brèches, parfois en bloc bas, etc. Et après, il n'y a pas que les tirs et les 86e centiles en passe progressive. Et un truc intéressant, 81e centile en portée progressive, alors que seulement 8e centile en dribble. Comment est-ce qu'il peut être 81e en portée progressive ? Je trouve que ça montre à quel point cette Inter d'Inzaghi, c'était vraiment une équipe spatiale qui cherchait les poches d'espace. Et souvent, Çalhanoğlu porte le ballon vers l'avant,
malgré le fait que ce soit pas pour éliminer des joueurs particulièrement. C'est sur un style transitionnel, c'est sur les poches d'espace qui sont laissées libres, mais c'est pas battre un joueur en 1 contre 1 avec un petit dribble techniquement réussi. Donc moi, quand j'ai fait toute cette saison un petit peu l'analyse de l'Inter, je parlais de l'araignée bionique d'Inzaghi, ce monstre un petit peu, cette machine araignée qui occupe l'espace à une vitesse frénétique, etc. Bah, du coup, quand je pense à une araignée bionique, j'imagine que c'est une grande araignée et genre il y a un de ses yeux, un de ses 8 yeux, c'est le cockpit où il y a le pilote de la grande araignée bionique, et dans le cockpit il y a Çalhanoğlu. Clairement, c'est lui le pilote de l'araignée bionique, et du coup en tant que 6 vraiment milieu reculé, organisateur, tacticien, mais aussi un petit peu d'interception, etc. Pour moi, il a sa place dans ce top 5, malgré le fait que il a eu quand même des bobos cette saison. Il fait 2000 minutes en Serie A. Il y a 4 ou 5 petits moments d'absence, pas des gros, mais genre 2-3 matchs consécutifs par-ci, par-là. Et c'est peut-être pas la meilleure saison de Çalhanoğlu. Genre, l'année dernière, c'était peut-être encore meilleur. Mais bon, quand même, finale de Champions, les chiffres, c'est 11 buts, 8 passes D, même s'il y a pas mal de pénaltys quand même, c'est sûr. Je pense on commence à voir un peu le déclin de Çalhanoğlu physiquement. Voilà, je pense que les supporters de l'Inter diront, bon, on a fait une grosse saison, c'était peut-être pas la toute meilleure saison de Çalhanoğlu, mais quand même, un joueur de cette qualité-là, et bah oui, il joue un rôle majeur dans ton accession à une nouvelle finale de Champions, et à certains moments, l'Inter était une des toutes meilleures équipes du continent, nonobstant la finale, ne retenons pas que la finale. C'était vraiment une belle machine, et Çalhanoğlu était un très bon pilote. Yeah, je suis d'accord. J'ai juste envie de rajouter un petit truc rapidement, c'est de dire que quand je regarde le profil des différents joueurs qu'on a en ce moment, j'ai envie de dire, il y en a un. Il y a moyen, si son coach il essaie de voir, parce que là offensivement ils ont beaucoup recruté et tout, il y a moyen peut-être dans un milieu à 3, dans le même système, il y en a un qui peut ressembler un peu à Çalhanoğlu dans les prochaines années, peut-être Bruno Fernandes quand je le regarde des fois. J'ai envie de dire si Bruno il joue un peu plus bas sur le terrain, vu que maintenant ils ont des Cunha, des Mbomo, des machins, ils vont rajouter Sesco ou je sais pas quoi. Ça fait beaucoup de joueurs devant quand même. Peut-être que la pertinence d'avoir Bruno dans un rôle un peu plus reculé, si le système de jeu était le même que l'Inter, je pense que tu mettrais Bruno là-bas et peut-être qu'il ferait pas tâche, tu vois. Donc je sais pas, c'est quand je vois Bruno des fois jouer, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être avec la qualité de pied qu'il a, spectaculaire. Voilà, c'est ça, il a quand même l'agressivité qu'il faut, tu vois. Bruno, il est quand même chaud quoi, Bruno. D'ailleurs, il se fâche tout le temps. Il se fâche tout le temps, Bruno, soit contre l'arbitre, soit contre ses coéquipiers. Tu vois, il y a toujours cette mentalité un peu de gagnant et puis tout là. Je pense que ça peut, voilà, ça aurait pu marcher. Intéressant. Ouais. C'est peut-être dans quelques années en Serie A, quand le corps aura un petit peu plus souffert et que le tempo, il faudra qu'il soit un petit peu plus lent. Peut-être on verra ça. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen. Donc du coup, donc Akan à la 5e place et par rapport à toi, ta 4e place ou ta Frenkie, moi je mettrais Kimmich, voilà à la 4e place. Encore une fois parce qu'il est tout le temps là. Parce que Kimmich, il joue tous les matchs de Ligue des Champions, il joue. C'est sûr, sur la disponibilité. Ouais. En fait, c'est que Joshua Kimmich, il est tout le temps présent. La trêve internationale avec l'Allemagne la dernière fois en mars, il fait une top trêve internationale. Bon, malheureusement, ça se passe pas comme ça devait se passer en Ligue des Nations et puis tout. Mais n'empêche que genre, c'est un leader. C'est vraiment un leader. Moi, à chaque fois que je vois Joshua Kimmich, pour les plus nostalgiques, je pense automatiquement à Philippe Lahm un peu, en me disant, ouais, c'est comme quand Pep il est venu, il a dit à Lahm, va au milieu de terrain, on était comme, mais Pep il est fou ou quoi, en fait? C'est quoi son problème? Le gars, il est même pas, il est grand comme 3 pommes. Est-ce qu'il va tenir l'intensité? Pep, c'est pas ça qui l'intéressait. Il avait vu autre chose en Philippe Lahm. Il a réussi à aller chercher cette chose-là au maximum, à maximiser les capacités de Philippe et c'est un peu moi ce que je vois avec Joshua Kimmich, c'est vraiment un joueur complet. Encore une fois, pendant toute la saison passée, ça parlait de Kimmich, peut-être au Barça, peut-être au Paris Saint-Germain aussi. Il me semble, ça on avait discuté un peu. Ouais, c'est un milieu de terrain. Que veux-tu que je te dise en fait? Il a été formé comme un latéral. Il sait défendre, il sait faire les relances, il sait sortir le ballon. Il a l'intensité d'un joueur allemand comme on les aime à l'ancienne. Des fois, tu vois Kimmich, tu peux voir du Stefan Effenberg un tout petit peu. Tu vois du tout en fait. Joshua Kimmich, c'est un bon mix, c'est un très bon mix. C'est du Dutch Qualität. Voilà. Donc top player. Le Bayern a fait le travail en championnat.
absolument rien à dire. Malheureusement, en Ligue des Champions, bon, ça a été un peu plus compliqué. C'est la double confrontation d'ailleurs face à l'Inter, non, il me semble. Hein, c'est ça. Face à l'Inter et tout, ça a été un peu plus compliqué, même si le match était très disputé quand même. Ouais, ils auraient pu passer. Et voilà ce que j'allais dire. S'ils passaient face à l'Inter, il n'y avait pas vraiment scandale et peut-être que l'issue du reste de la compétition aurait été peut-être différent. Ouais, Kane a un peu croqué dans cette double confrontation. Malheureusement. Mais ouais, Joshua Kimmich, définitivement un top player. Franchement, ouais. Encore la saison passée, il nous l'a encore une fois montré. Très bien. Et bah du coup, ça conclut nos 5e et 4e positions. Il reste le podium. Et j'ai espoir qu'on ait le même podium et le même podium dans l'ordre. Je vais commencer donc à la 3e place par la médaille de bronze. J'ai mis Moïse. Caicedo, ouais, définitivement. On est d'accord. On est tous d'accord. Notre ami. Mais pour un mec quand même qui n'a pas joué la Ligue des Champions, en fait, il est tellement fort que on est d'accord. Et bah ce sera pour cette saison pour Moïse Caicedo. Et s'il y avait une Champions à jouer, il l'aurait joué parce qu'il a absolument tout joué. Il a joué les 38 matchs de Premier League. Il a remporté la Conference League et la Coupe du Monde des clubs. Conference League, ok, c'est un peu mineur, etc. Mais il a marqué un but en finale sur une passe d'Enzo, ce qui était un beau symbole d'ailleurs de la qualité de cette paire qu'a trouvé Chelsea. Et ouais, juste Caicedo, ça fait partie des compilations de highlights les plus kiffantes à regarder. Si tu kiffes les gros tacles bien appuyés au sol, l'intensité, l'agressivité, le foot Première Ligue, un peu de notre enfance. Et il y a un petit peu un truc des années 2000 avec ça. Et ouais, juste c'est Moïse quoi. Et Moïse célèbrement a ouvert la mer Rouge en deux. Moïse Caicedo, je sais pas ce qu'il lui fait à la mer Rouge, mais il l'aspire, il l'avale, il la boit, il la ratisse, et il l'absorbe complètement parce que c'est une éponge. Il prend absolument tous les ballons qu'il y a à prendre et il en fait c'est plus la mer Rouge, c'est la mer Blues, un océan bleu, une tornade qui déchaîne derrière. Il est tellement incroyable. J'ai envie de rajouter à cela même, il fait boire la tasse à ses adversaires. Exactement. Il les noie dans la mer. C'est incroyable. C'est un monstre d'agressivité. Il a 3 tacles par match cette saison. Et c'est vraiment 3 tacles par match. Donc c'est sa moyenne. Mais c'est pas genre il y a eu un match à 0, un match à 8. Tu regardes tous ces derniers matchs, c'est 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. Il doit faire ces 3 tacles par match. Sinon, il dort pas bien la nuit. Et c'est juste un monstre d'agressivité, un pitbull qui... c'est marrant parce que on parle pas mal, j'aime beaucoup cette série de vidéos aussi pour ça, parce qu'on parle pas mal de l'évolution du foot, les postes qui changent, etc. Et on a parlé, on va continuer de parler de meneurs de jeu reculés qui sont un petit peu des 10, qui ont descendu d'une ligne ou deux sur le terrain. On parle par exemple de Çalhanoğlu, on parle de Frenkie, qui est peut-être dans un autre temps aurait été plutôt un petit numéro 10 aux abords de la surface, etc. D'autres qu'on va mentionner. Caicedo, pour le coup, c'est plus un 6 qui avance, parce que c'est un destructeur agresseur sur la pression que veut mettre en place Maresca, est constamment en train de chatouiller les lignes de joueurs dans la moitié de terrain, chatouiller les chevilles de joueurs dans la moitié de terrain adverse, de les prendre à la gorge, de les agresser. Et il a été élu joueur de la saison à Chelsea. Joueur de la saison, joueur des joueurs aussi, quand tous les joueurs se sont réunis pour voter qui est notre meilleur joueur. C'est lui qui a gagné le titre. C'est déjà la deuxième fois qu'il gagne ce titre, parce qu'il avait gagné à Leicester aussi, à Brighton en 2023. Je confonds avec Kanté, il y a un peu de Kanté en Caicedo aussi. Et Chelsea espère que c'est effectivement leur regen de Kanté. Et à certains moments, ça ressemble sur la mobilité, l'agressivité, le côté ratisseur de ballon. Donc je pense qu'ils ont véritablement trouvé avec Caicedo leur joueur à 120 millions. Quand ils l'ont recruté, on était tous là en mode « Wow, Chelsea, qu'est-ce qu'ils font encore ? Cet énorme chèque sur ce gars et tout. » Bon, aujourd'hui, il les vaut. Ils ont trouvé vraiment leur pilier au milieu. Et magnifique joueur qui a fait une très belle saison. Et comme on le dit un peu dans ces vidéos-là aussi, top 4 de Première Ligue, se qualifier pour la Champions en Première Ligue, c'est un accomplissement qui vaut trophée ou titre dans d'autres championnats. Donc c'est aussi pour ça que j'intègre pas mal de joueurs de Chelsea dans cette conversation. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a vraiment, non, il est fort. Il est très fort. L'intensité, comme tu as dit, les tacles, l'agressivité. Il est méchant, en fait, Caicedo. Ouais. Il est méchant, hein.
Caicedo, il tacle pas pour tacler. Il prend le ballon, il prend le joueur, il prend le gazon, il prend tout, en fait, tu vois. Même les jardiniers, après les matchs, ils sont fatigués à cause de Caicedo parce qu'à la mi-temps, t'es obligé de venir et de remettre le piquet, là, pour remettre le gazon à l'intérieur parce que dans la zone dans laquelle il est, le mec, il est là en train de tout déménager. Au-delà de ça, moi, j'aime aussi sa versatilité, tu vois. Cette saison, même la saison passée, de temps en temps, il a eu à dépanner dans un poste latéral droit. Et il l'a bien fait. Je pense surtout même la saison d'avant là, il a eu à dépanner dans un poste de latéral droit et il l'a bien fait. Pourquoi latéral droit? Parce qu'il y a pas mal de blessures là-bas au niveau de Chelsea, hein, que ce soit Reece James, que ce soit Malo Gusto au début, c'était un peu plus compliqué, même s'il a fait une très belle saison cette année, il s'est bien rattrapé le Malo. Mais mis à part cela, franchement, Caicedo, tu peux compter sur lui partout. C'est ce genre de mec là, tu sais que Caicedo, t'as un problème en défense centrale, tu sors les Tosun, les machins, tout ça là. Les Chalobah, tu le mets là-bas, il va faire le taf, tu vois. C'est ce genre de player-là. Donc, ouais, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans le même mercato, mais dans le même mercato, ils sont allés chercher un double pivot qui est tout simplement sensationnel et qui petit à petit est en train de prendre ses galons et qui petit à petit est en train aussi de créer cette connexion-là qui devient de plus en plus dure à briser. Parce que aujourd'hui, quand on parle de Enzo, on parle automatiquement de Caicedo et les deux sur un terrain de football ensemble, c'est explosif et ça fonctionne bien. Et c'est aussi dans cette idée de machine un peu et de moteur. Là, t'as vraiment un moteur performant. Là, t'as un moteur j'ai envie de dire de bolide allemand, tu vois. Genre vraiment, t'as un très très bon moteur, ça va vite, c'est puissant. Je sais pas, c'est combien de chevaux, mais il y a des chevaux. Ça aurait pu, il aurait pu être dans notre deuxième vidéo. Il aurait pu être dans la catégorie des milieux centraux parce qu'il a ce côté box to box, mais quand même de tous les milieux de Chelsea. Par exemple, Enzo, même positionnellement, même sur le schéma, je veux dire, Maresca l'a parfois mis 10 en fin de saison dernière. 10 Enzo et Palmer décalé d'un cran en tant qu'ailier droit, etc. Donc Enzo était véritablement le 8, on va dire. Caicedo beaucoup plus le 6. Peut-être on parlera d'Enzo dans la vidéo tout à l'heure, mais là, Caicedo, clairement troisième meilleur 6 d'Europe cette saison. Le deuxième, je pense qu'il est assez clair aussi. J'ai mis Ryan. Gravenberch? Ouais. Ouais, ça aussi, je suis d'accord avec toi. En fait, j'étais en hésitation, donc, par contre, entre le premier et le deuxième. C'est juste que, comme j'ai dit, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, il y a la liste du Ballon d'Or, elle va sortir. Ils sont une dizaine, une douzaine, je sais pas moi, une quatorzaine là-bas, en fait. Est-ce que Gravenberch va y être? Est-ce qu'ils vont mettre Gravenberch, tu penses? C'est une bonne question, hein. Franchement. Je suis pas sûr qu'ils le mettent. C'est une très bonne question et encore une fois là, c'est un peu dommage, tu vois. C'est pour cela que j'ai dit que de temps en temps tout est mélangé un peu quand on. C'est pour ça que la série là, elle est pertinente parce que ça nous permet de nous concentrer un tout petit peu sur le poste, tu vois. Essayer de ne pas être dans. Parce qu'il y en a, c'est ça en fait, des fois c'est... est-ce qu'on se rappelle de toi à la fin de la saison? Et le football a une mémoire très très courte en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Genre, dans le football, tu n'es bon que par rapport à ton dernier match. C'est vraiment. Et il y a les grandes images et la ligne statistique but passe D. C'est les trucs qui dominent un petit peu toute l'attention. C'est tout. Alors que là, tu te dis, ouais, le Gravenberch l'année passée, mais du premier à la dernière journée, en première ligue en tout cas, il a 37 matchs de première ligue joués. Mais il a été exceptionnel. Pour un joueur qui, normalement, c'est même pas son poste réellement. Gravenberch devait être normalement dans la deuxième vidéo. Lui, on devait parler de lui comme un milieu de terrain, comme un 8, comme un box-to-box, même peut-être comme un milieu de terrain avancé, peut-être dans une certaine... à l'Ajax, pas mal 10, hein. Joueur de dernier tiers, joueur d'extérieur de surface de réparation, la qualité de pied pour finir, etc. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit capable de faire ce qu'il a fait la saison passée. Ça, c'est la première chose. Donc, dès le début de la saison, moi, je pense qu'après 5 matchs, il nous avait bluffé. Après 5 matchs de première ligue sous Arne Slot, on était là, on était comme, wesh, Gravenberch, il a changé, tu vois. Il a changé. Deuxièmement, dans une équipe de Liverpool qui a toujours eu des 6 avec, je sais pas, ils étaient différents. Les 6 à Liverpool, c'était pas Gravenberch. Tu vois, les 6 à Liverpool. Fabinho, il y a un petit peu de Gravenberch, non? Mais même là, encore une fois, j'ai envie de dire que Fabinho, il a eu à jouer défenseur central, un peu à Monaco. Ouais, ça, c'est quand ils ont eu les problèmes, Ah oui, aussi à Monaco. Non, c'est vrai, à Monaco. Il y avait un truc, genre, je sais pas, Fabinho, moi, dans ma connotation, il est beaucoup plus défensif, en fait. Tu vois que, je sais pas, il y a quelque chose qui me faisait dire que non, c'est pas le bon joueur. C'est-à-dire que si on est en début de saison passée, on est avec Arne Slot en pré-saison, il est sur le tableau et il me dit, moi, je suis son adjoint, il me dit, ouais, Stan, je vais mettre Gravenberch en 6 toute la saison. Non. Coach, tu es attention. Coach, mais honnêtement, c'est très vrai parce que c'était un vrai pari à faire.
Gravenberch, il sortait d'une saison sous Klopp où il n'avait pas été aligné milieu défensif. Et il avait fait 1000 minutes de Première Ligue à peine. Ses grosses titularisations, c'était en Europa League contre genre le LASK Linz, contre Toulouse, contre l'Union Saint-Gilloise, etc. C'était un joueur de rotation et pas au poste de 6. Slot, il arrive, il en fait un joueur titulaire, 37 matchs de Première Ligue, 37 titularisations, 49 matchs, toutes compétitions confondues, 49 titularisations. Il y a que 3 joueurs à Liverpool cette saison qui ont fait plus de 4000 minutes. C'est Van Dijk, Salah et Gravenberch. Donc incroyable le rôle qu'il lui a donné dans une autre position. Et je pense que si on doit parler de slot en 1, il y a le titre de Première Ligue, il y a ce football chatoyant qui a été développé, il y a la saison extraordinaire de Salah, peut-être la résurgence de Van Dijk, des choses dont on a parlé la dernière fois dans la vidéo. Mais Gravenberch, la réinvention tactique de Gravenberch, pour moi, c'est le coup de slot. C'est là qu'il a montré sa qualité de manager. Ok, je vois quelque chose de différent que personne n'avait vu, que certainement pas le Bayern n'avait vu. Il sortait d'une saison aussi au Bayern, 560 minutes de Bundesliga en 2022-2023. Il y a 2 ans, Gravenberch, c'était l'espoir déçu, c'était le talent gâché, et aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur 6 de la saison des 5 championnats majeurs en Europe. Il était extraordinaire et il avait à peu près tout, parce que pour moi, Gravenberch, je vois une pieuvre, c'est le Kraken. C'est un nombre d'interceptions extraordinaire. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un tentacule de Gravenberch qui traîne quelque part. En plus, il fait 1m90. On dirait pas, mais quand même 1m90. Il a les jambes longues et il finit genre 96e centile en Europe en interception dans une équipe qui, en plus, a pas mal le ballon. Donc, finir avec autant d'interceptions, c'est pas toujours facile quand tu es sur des matchs à 55, 60, 65% de possession régulièrement. Et puis après, on a vu la qualité balle au pied où il était vraiment un très bon 6 relanceur pour trouver la passe masquée, cassée, qui brisait la première ligne. Il y avait de la projection aussi. Il a ce côté un peu soyeux et velouté en possession, assez élégant sur sa première conduite pour casser la première ligne par la portée aussi. Et ouais, un schéma assez classique de Liverpool, c'était la liaison Van Dijk-Gravenberch, la paire néerlandaise, une passe masquée d'un pour l'autre, une deuxième passe masquée de l'autre pour ensuite peut-être McAllister ou peut-être envoyer Salah sur le côté ou envoyer Luis Diaz en profondeur ou quoi. Et ouais, je pense dans le titre de Liverpool, qui sort quand même d'un mercato 2023-2024, mercato 2024, où on se dit, oula, ils ont recruté personne. Ils ont pris Mamadashvili qui arrive dans 1 an et Chiesa 12 millions, c'est tout. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout. Ils changent de coach. C'est l'ère post-Klopp. Et ils ont trouvé une recrue parce qu'ils ont trouvé Gravenberch et ça a totalement transformé l'équipe. Donc ouais, il serait premier s'il n'y avait pas celui qu'on sait tout en haut. Malheureusement. Et en plus, ça, il a beaucoup couvert Trent aussi. Hein. Franchement, il a été boulot, top. hein. Moi, sur le côté, il a beaucoup couvert Trent. Non, franchement, c'est un top player. C'est vraiment un top player. Donc, absolument, bravo à lui. Tu vois, moi, par exemple, autant Gravenberch, c'est un très, très bon joueur. Autant en début de saison, je pensais que Endo allait s'imposer. Tu vois. Voilà, mais on était pas mal à en être là, je pense. Ouais. Yeah, il a le profil qui ressemble un peu plus à ce poste-là. Mais non, franchement, c'est là où tu vois qu'il y en a qui sont capables de nous, comment on appelle ça, de nous bluffer. Et là, on arrive du coup, à la première place. Avec Gravenberch, je me pose la question. Moi, je vis aux Pays-Bas, je souhaite leur succès, magnifique pays de foot et tout. Et à la Coupe du Monde, maintenant, ils vont avoir un top 6. Ils vont avoir Gravenberch, Frenkie, Reinders comme milieu de terrain. Si Reinders fait une grosse saison à City, le Frenkie qui est de retour, franchement, ce milieu à 3, t'ajoutes peut-être Frimpong lancé dans l'espace à droite, Dumfries qui a fait une magnifique saison à l'Inter, une charnière Van Dijk, Van de Ven. Franchement, les Pays-Bas, le 11 qu'ils peuvent aligner, il y a quelques postes où ils sont un petit peu légers. Mais le 11 est Timber, Atto, par exemple, Première Ligue, Xavi Simons, il rejoint Chelsea, et Verbruggen, qui est très, très, très bon gardien aussi à Brighton. Ouais, non, franchement, c'est chaud. Ils ont une belle team, hein. Après, il y a Weghorst, il va arriver, il va rentrer, il va claquer un but, et puis c'est tout. On connaît l'histoire. L'éternel. Il sera même pas dans la liste, mais il sera là sur le coup franc indirect que ça met. Ouais, c'est Luke de Jong, il va faire une grosse saison. Après, on va rien comprendre, il va venir. Et oui, c'est vrai. Incroyable. C'est des bails comme ça qui vont se passer. J'espère.
Si derrière c'est solide, normalement devant ça devrait. Attends, ils sont venus avec J'espère. Memphis Depay qui était. Mais avec Memphis, on verra. Bon, Daniel Malen peut-être va faire une bonne saison. Cody Gakpo, on n'a même pas parlé de Gakpo. Peut-être Gakpo en neuf, tu trouves ton. Gakpo, mais franchement, il y a tellement de bons Néerlandais en première ligue avec Liverpool ce qu'ils ont fait, Chelsea maintenant et tout. Liverpool. Ouais. Ok. Voilà pour Gravenberch et les Oraniers, auxquels je souhaite beaucoup de succès dans quelques mois. À la première place. Il y a un autre représentant d'un autre très très gros pays de foot qui pourrait faire aussi peut-être une grosse Coupe du Monde, et ça ravirait un en particulier. Bien sûr, on a mis à la première place Vitinha. Juste les trophées collectifs, et bah il y a la Champions et il y a la Nations League. Il est dans l'équipe type de la Champions. Je pense qu'il doit être dans l'équipe type de la Nations League. Il est au centre de tous les grands succès continentaux de la saison. Et pour Vitinha, j'invite les gens à faire une chose, c'est très intéressant, c'est aller regarder sur YouTube. Il y a la chaîne YouTube du PSG avait fait une vidéo en octobre dernier pour célébrer ses 100 matchs. Donc, tu as une petite interview de 10 minutes, Vitinha, les 100 matchs, rétrospective sur son début d'aventure au Paris Saint-Germain, etc. Et ouais, c'était 100 matchs en octobre, ça va vite, ce sera bientôt 200. C'est ce qu'il dit dans la vidéo, il dit, bon, maintenant, je visais 200, 300, etc. Et ce qui ressort dans cette interview, c'est déjà ce que tu entends quand tu l'entends parler à la fin des matchs. Régulièrement, il prend le micro, il s'exprime. C'est que c'est déjà un leader. Il s'exprime super bien. Il est méga intelligent, serein, réfléchi. Ça se voit que le QI foot est élevé, mais le QI normal, la maturité intellectuelle, elle est là. Il parle super bien le français, déjà. Donc ça aussi, très très bon signe et un signe de ce Paris Saint-Germain en transformation. On dirait qu'il a 35 ans. Il en a 25, mais il dégage une maturité énorme. Et pour moi, c'est un petit peu ça, le 6 d'or, le cerveau d'or, je vais appeler cette vidéo, qui est le cerveau d'or de 2024-2025. C'est ton joueur le plus intelligent du terrain. Et j'ai fait une vidéo aussi il n'y a pas longtemps où je montrais son rôle sur les coups de pied arrêtés. Il en tire beaucoup, mais en plus, il les organise tous avant. Et il y a eu pas mal de coups de pied arrêtés. Vitinha pour João Neves au second poteau qui met la tête plongeante contre City ou en Coupe du Monde des clubs contre l'Inter Miami, etc. Et il est déjà tout en train d'organiser. Les blocs dans la surface, Pacho qui doit faire l'écran à tel endroit et tout. Il y a vraiment un côté quarterback. C'est pas Joe Montana ou c'est pas le comment il s'appelle le mec des Patriots là, le plus grand quarterback de l'histoire, qui a sa chaîne YouTube d'ailleurs, qui fait des vidéos de temps en temps. Bref, le plus grand Tom joueur Brady ouais, voilà, Tom Brady, exactement. Mais c'est Vitinha et bon, bah sa saison, c'est la saison du grand sacre. Aussi, dans cette interview, c'est intéressant parce que il revient sur le moment où il change de rôle, change de poste. C'était la saison dernière contre la Real Sociedad, un match où au match retour, Paris passe du 4-3-3 au 4-4 de Losange avec Dembélé en 10, sous Mbappé et Barcola, et on est tous focalisés sur waouh, Ousmane en numéro 10, machin. Mais sur ce match-là, Vitinha prend la place de Fabian Ruiz et devient numéro 6. Avant, c'était Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery. Là, ça devient Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz. Et on a tous été très focalisés sur Ousmane, mais c'est marrant de se dire que les deux changements de poste les plus importants de l'ère Luis Enrique, c'est Dembélé de 9 à 10, ou de 10 de délié à joueur axial, on va dire, et Vitinha de milieu 8, qui aurait été dans la deuxième vidéo, à la numéro 6, organisateur bas. Il a vraiment trouvé sa voie, Luis Enrique a trouvé sa voie, avec Dembélé et Vitinha. Les deux, normalement, vont être top 5 du Ballon d'Or minimum. Et ouais, c'est juste un milieu génial qui a totalement relevé les paris. Et je pense, avec Vitinha, qu'il y a un petit peu moins peut-être de moments lumière que la saison dernière, où du coup, un peu plus avancé, peut-être, il marque par exemple aller et retour contre le Barça avec des frappes extérieures de surface. Il marque contre l'Olympique de Marseille un but au bout d'une transition, donc dans un classico, machin. Il me semble que c'est au Vélodrome en plus. Donc c'est... Mais cette saison, je veux dire, c'est quoi les matchs ratés de Vitinha? Je crois peut-être Aston Villa, tu peux dire un match un peu moins bon de Vitinha. Mais sinon, contre Liverpool, match aller, match retour, il avait été énorme. Les chiffres sont lunaires. Et à la fin, dans l'interview, il dit, bon, bah, j'espère jouer 100 matchs de plus à Paris et après 100 matchs de plus après ça. Et moi, je vais faire un petit prono tout de suite. C'est, je pense, Vitinha, 25 ans aujourd'hui, peut finir sa carrière au Paris Saint-Germain, peut la finir avec le brassard de capitaine et peut finir à la fin comme un des plus grands joueurs de l'histoire de ce club. Il peut avoir les 10 titres de champion de France.
il peut finir avec 3 Ligues des Champions à la fin. Et ce gars-là que au début, certains disaient t'es pas fort, t'es nul en plus comme joueur de foot, etc. Va peut-être devenir un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Il y a encore toute une histoire à écrire, mais la première Champions et peut-être top 5 Ballon d'Or dans la foulée, c'est un bon point de départ. Non, je suis d'accord avec toi. Franchement, ouais, il y a plein de choses là qui me viennent en tête quand tu me dis Vitinha. Déjà, tu vois, il y a des joueurs de foot. En fait, c'est la vie, elle est comme ça un peu. J'ai envie de dire, il y en a ils jouent avec les pieds, tu vois. Il y en a ils jouent avec la tête. Il y en a ils ont les deux. Et Vitinha, il a les deux. C'est-à-dire que c'est pas juste, il y en a, c'est juste l'instinct. Enfin, il y a des boys, ils savent jouer au foot, ils savent jouer au foot. Moi, je sors ici, là, dans le quartier, je sors tout de suite dans le quartier, tu donnes à un boy le ballon, il est capable de te faire tour du monde, sombrero, machin, passement de jambes, il te fait plein de trucs, tu vois. Maintenant, après, il faut prendre ce talent brut-là et essayer de le raffiner, comme le pétrole, tu vois, ou whatever. Bon, là, on est plus dans les énergies vertes, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, n'empêche, t'essaies de faire du raffinage pour essayer d'en sortir quelque chose d'un peu plus pur, tu vois. Il y en a d'autres, c'est dans la tête. C'est dans la tête, en fait, c'est des fois, ça suit pas forcément, c'est pas les boys les plus techniques, mais ils sont tellement intelligents qu'ils réussissent à s'en sortir. Contrôle passe, ils en ont fait toute une carrière. Il y a des boys ici, ils ont fait une carrière sur des contrôles passe, peu d'erreurs, et ils s'en sont sortis. Lui, c'est vraiment, je pense, ce mix des deux là, où tu sens le mec qui, comme tu l'as dit, est anormalement intelligent sur un terrain de football, et ça se voit. Franchement, dans son positionnement, dans sa lecture du jeu, dans les directives qu'il peut donner, dans son leadership, mais au-delà de cela, techniquement parlant, ballon au pied, Vitinha est très fort. Vitinha, lui prendre le ballon, c'est un problème. Top 10% en Europe en passe progressive et top 10% en dribble réussi. C'est tout, en fait. C'est vraiment, et c'est un problème, en fait. T'as un petit gabarit comme ça qui, non seulement est tenace défensivement, mais au-delà de cela, chaque fois que t'as le ballon, tu te sens pas en danger. Donc, lui, tu peux le presser, tu peux essayer de mettre l'intensité que tu veux si t'es l'adversaire qui est en face, mais lui, il va réussir toujours à trouver ce petit pocket-là pour essayer de trouver la bonne passe, pour essayer de soulager un peu, tu vois. Ça me rappelle un peu, tu sais, des fois dans les films, là, t'as le gars, tu parlais de film tout à l'heure, American Sniper, machin et tout là. Tu sais, les gars, ils partent en guerre. Et après, à un moment donné, tu vois, le gars, il est en train de mourir, il peut plus respirer. Puis il y a une genre de ponction qu'ils font, je sais pas où, là, au niveau des poumons, ou je sais pas, whatever. Ils font une ponction, là, pour qu'il y ait de l'air qui rentre et que le gars, il puisse respirer. C'est Vitinha, c'est cette ponction-là, en fait. C'est des fois à Paris, même, ils peuvent être un peu, pris à la gorge. Et puis Vitinha, il vient, et là, il te donne ce shot d'adrénaline-là qui te fait du bien. Et il est aux côtés de Donnarumma sur certaines séquences. Il est à la même hauteur que Donnarumma dans ses 5 mètres, en train d'être pressé par les gars, limite sur la ligne de but, et il s'en sort serein, tranquille, avec toute la maturité qu'il a. Ouais. Et vas-y. Il peut aller finir l'action en plus derrière, comme il l'a fait en finale de Champions, qui est peut-être le moment de lumière si on doit en sortir un, le but du 3-0 de Désiré Doué, où il termine en donnant la passe décisive après un rush de 30-35 mètres, en ayant parfaitement senti la petite talonnade semelle que lui mettait Ousmane Dembélé, parfaitement dans la bonne course, etc. Ça, c'était le moment de lumière que je voulais mentionner pour sa saison et qui couronne un peu sa saison. Et j'ai envie de rajouter à cela, quand tu parlais tout à l'heure au début en disant que bon, on attend de voir ce que les Portugais vont faire à la Coupe du Monde, parce que bon, voilà, Cristiano Ronaldo en a besoin, franchement, Chris, pour qu'il gagne la Coupe du Monde, Chris, pour qu'il gagne la Coupe du Monde, Chris, il gagne pas la Coupe du Monde, il va être au Maroc, hein. Je vous avertis, à 45 ans. On va jamais réussir à s'en débarrasser. Mais. Vous connaissez pas Cristiano. Cristiano, s'il la gagne pas comme joueur, il avait dit ici que coacher, ça l'intéresse pas, machin. Il va devenir préparateur physique, il va aller gagner la Coupe du Monde. Il faut qu'il gagne la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. En vrai, j'aimerais bien le voir prochaine Coupe du Monde, mais super sub. Tu vois, genre un mec qui rentre 20 dernières minutes, sur les coups de pied arrêtés, tu mets un mec en plus et tout. Et ouais, en vrai, ce serait dingue. Si la France la gagne pas, ce serait une dinguerie. Mais dans cette équipe de Roberto Martinez, par exemple, quand tu vois l'équipe du Portugal, quand tu vois les qualités que les Portugais ont toujours eues, ben Vitinha, il s'est imposé. Et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. On discute même plus de Vitinha, tu vois. On l'associe avec, comment il s'appelle, João Neves, Bernardo Silva, à Hilal, Ruben Neves. Ruben Neves, voilà, c'est Ruben Neves, Vitinha. Sinon, c'est Bernardo Silva, Vitinha. João Neves, je comprends pas pourquoi il n'a pas encore vraiment fait cette paire-là réellement, parce que João Neves, là, la dernière fois à la Ligue des Nations, c'était pour jouer le latéral droit, alors que sur le côté droit, il a Dalot, il a Semedo, il a pas mal de joueurs qui peuvent évoluer là-bas. Donc, j'ai pas compris aussi ce truc-là. Mais ouais, ça montre. Mais à l'avenir, je pense, quand on aura Bruno et Bernardo qui sont déjà trentenaires, là, qui vont commencer à amorcer le déclin, je regardais un petit peu l'équipe qu'ils vont pouvoir faire. Et à Vitinha,
Vitinha, 25 ans, João Neves, 20 ans. Et il y a le petit Rodrigo Moura aussi qui est en train de pousser, qui pourrait être un peu le 10, 6-8-10, qui a 18 ans actuellement. Peut-être une très très belle génération qui arrive au Portugal, qui fait beaucoup de joueurs talentueux. Ouais. Et c'est, comme tu as dit, capitaine du Paris Saint-Germain, peut-être même capitaine de la sélection aussi. Ça, en tout cas, le leadership, il est là. La qualité mentale, elle est là. Voilà pour nos 6. On va s'arrêter là parce que ça fait bientôt 1 heure. Je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter. Est-ce que la saison prochaine, dans ces 5 meilleurs 6, on aura Zubimendi? Est-ce que le Real Madrid aura trouvé son 6? Parce que c'était un petit peu ça aussi la question de cette saison. Post-Toni Kroos, comment faire? Est-ce qu'on aura un Goulet reculé? Est-ce qu'on aura un top Camavinga? Et qui est-ce que le Barça va nous trouver aussi, dont on n'a pas encore entendu parler? Un autre 6. On verra tout ça la saison prochaine. En attendant, rendez-vous sur la chaîne de Stan pour parler des 8, les moteurs. Et rendez-vous très très vite pour la suite. Bisous.